Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Eladj. Bonjour Fanny. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Comment tu sens avant de démarrer ? Moi je me sens toujours très bien, franchement ça va. Il fait un peu froid dehors. Ouais, mais ici il fait très chaud. Ouais. Chez moi c'est les tropiques. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Mais t'as pas trop chaud genre ? Là j'ai un peu chaud, Okay. mais je préfère avoir chaud, tu vois. En tout cas t'as une belle vue, hein, bravo. Merci. Tu sais, j'avais mon grand-père, Ouais. paix à son âme, il disait « vaut mieux suer que trembler ». Je Et suis d'accord. j'adore cette Mais je suis expression. d'accord. Ouais, ça me va. Non, ça me va, Aussi. ça me va, parfait. Je vais l'utiliser, tu diras merci à ton grand-père personnellement. Grave, les expressions du grand-père, quoi. Incroyable. Je noterai quelque part. En parlant de chaleur, juste en off là, on parlait du Sénégal. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, toi, c'est quoi ton histoire ? Mon histoire est simple, je suis né à Dakar, en 94. Ok. Ensuite, ma famille et mes parents sont venus ici en France parce que ma sœur, après le bac, est venue faire ses études à Reims. Ok. Donc on est venu en février 95, donc 2 mois après ma naissance. Février 95, on a habité d'abord dans le 13e, Tolbiac. Et ensuite, après on a déménagé dans le 18. Et depuis je suis dans le 18. Ouais, donc en fait, parce que justement, je me posais la question, en off, c'est ce qu'on disait, quand tu me disais que t'étais pas né à Paris, mais en fait, t'as toujours grandi à Paris. Quand t'arrives dans une ville et que t'as 2 mois, finalement, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui est à l'extérieur, en tout cas, de toi, à l'intérieur, c'est différent. Mais à l'extérieur, ça reste, je pense, l'environnement et l'ADN parisien. Ouais, pas mal. Après, j'ai eu de la chance, moi, c'est que je faisais beaucoup d'allers-retours aussi. Ah, ok. Entre Dakar et Paris. Ok. Ouais. Beaucoup d'allers-retours. Déjà, toutes les vacances scolaires. Genre, toutes. Je retourne à Dakar. Waouh. Ouais. Même les petites et tout. Ouais, même les petites, ouais. Waouh, génial. Et donc du coup j'ai fait presque moitié du temps on va dire. C'est ça, t'étais en mi-temps à Paris en fait. C'est ça. Clairement. Donc ouais, de tout temps. Ça c'est incroyable d'avoir pu faire ça, quelle chance. C'est mes parents. Ouais, non bien sûr. Ouais, mais voilà. quelle chance quoi. Et par rapport justement, ça me fait me questionner par rapport à ça, par rapport, je sais pas, aux copains, aux copines à l'époque qui partaient pas forcément à toutes les vacances. Comment est-ce que ça s'était vécu ? Comment est-ce que c'était perçu ? Parce que toi, c'était ta norme au final, mais à l'extérieur de toi, ça devait pas l'être. Comment c'était ? Non, pas du tout. Mais après, c'est pas un truc que je partageais, tu vois. Ouais. C'était assez discret sur oui, ça, et quoi. puis même, je voyais pas l'intérêt de partager. Pour moi, c'était, tu vois, à la base, je suis né là-bas, j'avais déjà mes attaches. Ouais. C'est juste que après, tu vois, tu prends l'habitude. Quand t'es petit, en fait, tu suis ce que tes parents font. T'as pas vraiment le choix, tu vois. C'est juste qu'en grandissant, par contre, c'est là où tu te rends compte que ça fait une différence. Ouais, tu vois, ça fait une différence entre, parce que t'as découvert un autre environnement que le tien. Ouais. T'as une autre culture que tu connais bien. C'est pas genre juste, tu vois, t'es un vacancier, tu vas souvent. Tu vois, t'as tes attaches, t'as ta famille là-bas, etc. Et puis, au final, c'est presque, c'est une sorte de métissage en vrai. Voilà. Donc tu profites pleinement, mais tu t'en rends pas compte quand t'es petit parce que tu t'es juste dans l'environnement, tu essayes de faire ta place et puis voilà, tu vois. Ouais. Et quel rôle ça a joué sur parce que tu vois, à chaque fois que je parle avec des personnes qui sont, alors on va dire plus d'origine ou peu importe qui sont nées mais qui ont beaucoup moins connu la culture, mais qui ont connu la culture de leur pays d'origine à l'intérieur du foyer familial, mais à l'extérieur, vivant en France, évoluant en France, ça venait créer quand même une sorte de dualité qui est pas forcément évidente à vivre. Moi, je me demande quel est l'impact d'avoir justement eu les 2 racines, tu sais, de manière presque équitable d'une certaine manière. J'ai l'impression que ça te rend pas bancal, tu vois. Mais je sais pas, je veux pas projeter, donc... Non, après, c'est peut-être aussi le rôle des parents. Ils ont fait un bon truc d'éducation entre... Il y a eu cet équilibre, justement, entre la culture familiale, et l'environnement dans lequel j'étais.
Je pense qu'ils aussi m'ont laissé assez d'espace pour découvrir moi-même ce que j'aimais, où je me situais, comme voir ce qui m'allait aussi. Et je pense qu'aussi ils se sont rendus compte que ça me dérangeait pas plus que ça. Genre ça me troublait pas de me retrouver d'un environnement à l'autre, tu vois, de faire cohabiter en fait les deux environnements. Parce que je me rappelle, j'ai dû voyager très jeune seul. Ah ouais. Ouais, tu vois. Avec les assistances là, des compagnies aériennes quand t'es mineur. Moi, le paradoxe, c'est que j'ai jamais fait appel à l'assistance. Ah ouais. Ouais. Tu vois. Donc du coup, c'est légal. Alors, en fait, on te dit que l'assistance est il me semblait que disponible. Pour les mineurs, c'était obligatoire en fait, c'est pour ça. Ouais, l'assistance est disponible du coup, mais après, si tu vois, ils vont venir si t'as besoin. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc du coup, non. Ouais. Voilà. Est-ce que tu portais un costume quand t'avais 10 piges? Non. Non. C'est l'homme d'affaires et tout. Non, pas du tout. Non. Avec son petit attaché caïs. Jamais. Non. Je crois que j'ai jamais porté ce costume de ma vie. C'est mon cerveau là qui est parti. Non, t'inquiète. Il est parti en voyage. T'inquiète. Ok, magnifique. À quel moment tu dirais que t'as commencé à développer vraiment ton sens de l'observation? Oh, très jeune, hein. Parce que à la base je suis pas très fan de l'école. Ouais. Et donc du coup j'étais très tête en l'air, un rêveur. Hein. Bon après j'étais très bon à l'école. J'ai toujours été très bon à l'école parce que mon père est prof. Pas le choix du coup. Ouais, voilà. Mon père est prof et ma mère était stricte sur l'école, l'éducation très stricte et tout. Bon après elle était pas méchante hein, mais l'école c'était vraiment important pour mes parents. Mais c'était pas un environnement qui me plaisait. Moi j'aimais pas le truc de rester assis, écouter un prof parler, tu vois. Donc j'étais toujours dans mes pensées. Voilà. Et à partir de ce moment-là, forcément tu observes beaucoup ce qui t'entoure, comment les gens fonctionnent, etc. Donc je pense que dès la primaire en vrai. Ah ouais. Ouais. D'aussi loin que je me souviens. Après je sais pas, peut-être avant, mais en tout cas mes premiers souvenirs vraiment c'est les primaires. Ouais. Et il y a un truc genre si tu te connectes à ce souvenir en primaire, peu importe quelle classe, est-ce qu'il y a un truc dont tu te souviens qui t'avait marqué ou t'avais pu bugger dessus pendant hyper longtemps, mais un truc même peut-être tout con, tu vois, mais ou des choses que t'aimais bien observer et que tu puisses que tu t'en souviennes. En fait, ce qui était bien, c'est que moi en primaire j'ai fait beaucoup de voyages scolaires. Ok. Tu vois, ça c'est une chance. Ah, donc t'es vraiment un gars du voyage, quoi. De fou. Avec les parents, avec l'école, trop cool. Ouais, tout le temps. Ouais. Beaucoup de voyages scolaires. Ouais. Donc, je pense que ça aussi, ça a beaucoup développé le truc, tu vois. Ouais. Des voyages, des sorties. On a fait beaucoup de sorties éducatives dans les musées, etc. On a fait des échanges aussi. À l'époque, on faisait des échanges avec des lycéens, des collégiens. Ok. Donc ça aussi, ça aide beaucoup. Bien, ça, ouais. Donc ça aide beaucoup. Donc je pense que c'est tous ces trucs-là en fait mélangés qui font que. Après, il faut en tirer profit, hein. Ouais, exactement. Parce qu'on peut donner les mêmes chances à une personne et tu les attrapes pas, quoi, tu vois. Mais je pense que moi, le tournant, c'est mes parents, en fait. Parce que le fait que eux-mêmes soient éduqués ou aient été sujets à une éducation, ça fait que ça, tu vois, on part pas avec les mêmes chances, en fait. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et à la fois, je pense qu'on peut tous avoir en tête des personnes qui avaient deux parents éduqués et qui sont partis en vrille totale, quoi. Ouais, bien sûr. Qu'on peut respecter. Donc j'entends qu'il y a à la fois, bien sûr, tu vois, ce moule familial, ce cadre, quelque chose qui te permettait, tu vois, d'avoir des règles, mais d'avoir quand même suffisamment d'espace. Mais il y avait aussi toi venant de toi, je pense, des valeurs, des choses auxquelles, tu vois, tu pouvais adhérer et qui te parlaient, qui te nourrissaient. Et qui faisait que tu te sentais pas peut-être dans un enfermement ou dans un besoin de rébellion, ou tu vois. Ouais, mais tu vois, ça pareil, je pense que c'est aussi les parents. Tu vois, parce que c'est eux qui définissent le cadre dans lequel tu évolues. Ouais. Tu vois. Le cadre, il est plus ou moins large. En fonction de, eux, comment, c'est l'éducation qu'ils ont reçue, l'environnement dans lequel ils ont évolué, etc. Et après, comme je t'ai dit, quand t'es petit, tu absorbes beaucoup, en fait. C'est plus ça que, et en même temps, tu façonnes ta personnalité. Ouais. Mais t'es pas forcément conscient de ce que tu fais ou de trucs. C'est juste que, tu apprends, et inconsciemment, peut-être ton cerveau, il va définir ce que lui juge comme bien ou mal, ou etc. Mais, déjà, il y a les parents, et aussi, j'ai deux frères, un frère et une sœur. Qui sont beaucoup plus âgés, ouais. D'accord, ok. Tu vois. Donc, ça définit un autre cadre aussi, c'est que, il y a tout ce truc d'exemple. Ouais.
parce que bah il y a les parents forcément, mais il y a toujours un écart entre tes parents et toi, donc forcément il y a des trucs qui vont te dire qui vont pas forcément connecter, alors que tes frères et sœurs c'est beaucoup plus proche, ils ont un vécu qui est un peu plus similaire, et ils ont aussi cette proximité de vocabulaire, d'expérience, de voilà, qui fait que ils peuvent plus facilement se projeter sur ce que toi tu vis. Et moi en fait la chance que j'ai c'est que je suis très proche avec les deux, même si j'ai jamais vécu avec ma sœur dans un appartement parce qu'elle est partie très tôt, mais mon frère voilà, c'est on a très tôt eu une très bonne relation jusqu'à maintenant, et du coup ça fait que il y a ce truc d'exemple que tu veux suivre, même si on n'a rien à voir au niveau du caractère, etc., mais au moins je sais que si j'avais traversé un autre chemin ou pris un autre chemin ou un truc, il m'aurait redirigé. Tu vois, pas forcément vers ce que lui il veut pour moi, mais voilà, tu vois, tu sors de la route, hop, juste remets-toi. Donc je pense que ça joue aussi. J'ai la phrase souviens-toi qui tu es, qui vient dans ma tête, je sais pas pourquoi, et je sais pas si ça résonne pour toi. Ça joue, hein. Ça joue, je pense que, mais il y a en fait tous les facteurs, je pense, qui ont été réunis pour que je sois qui je suis aujourd'hui, en fait. C'est juste ça. Vraiment, il y a pas eu de hasard. Quand je fais la rétrospective de tout ce qui s'est passé, il y a pas eu de hasard. Mais c'est pour ça que je dis qu'en vrai, c'est pas de la chance, parce que je suis pas un mec qui croit en la chance, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai pas choisies moi-même. Après, bien sûr, quand j'ai grandi et que j'étais beaucoup plus conscient, là t'as fait des choix en conscience, etc. Mais à la base, j'ai été mis sur le chemin qui fait que voilà. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Est-ce que tu crois qu'on est sur Terre en choisissant inconsciemment sa famille? Non, jamais. Non, non, bah non. Sinon, je pense qu'il y a plein de gens qui changeraient de famille. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas un truc que tu choisis consciemment. Hein. Moi, ça m'est tombé dessus. Et j'aurais pu être né dans une autre famille qui a rien à voir et j'aurais une vie totalement différente. Donc, là, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance, je sais pas comment on appelle ça, mais il faut que j'en profite du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, mais par contre, voilà, t'as cette conscience de se dire, à minima, si j'ai choisi cette famille ou si je suis dans cette famille, peu importe le wording que toi tu voudras prendre, faut pas le gaspiller, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que, en effet, par rapport à le monde dans lequel on vit, on est bien lotis, quoi. On est des privilégiés, quoi. Ouais, de fou. Et que quand t'observais plus les gens ou les choses quand t'étais petit? Je pense plus les choses. Les gens, c'est venu après. Ok. Plus les choses, ouais. Ouais, non. Quand t'es petit, je sais pas si t'as un grand intérêt à observer les gens. Je sais pas, en fait, je me questionne parce que comme je me dis qu'on est tous différents, tu vois, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui me dirait qu'il observait grave les adultes, les profs, les copains, les copines. Non, moi je pense que ça m'est venu plus tard, ça. Mais quand t'es petit, c'est plus les choses, tu découvres ton environnement, tu aiguises tes sens. C'est surtout ce que tu fais quand t'es petit. Tu vois, tu tombes, tu te relèves, tu vois, ça fait mal, tu te brûles, tu trucs. C'est tes sens que tu aiguises, le son, le toucher, ce que t'aimes comme odeur, comme nourriture, etc. Tu vois, c'est pas les personnes, ça vient après. Je pense que t'as juste des amis, tu choisis même pas en fait. C'est juste les gens qui ont peut-être le même centre d'intérêt que toi, tu vois. Mais au final, peut-être que tu les détesterais s'ils avaient pas le même centre d'intérêt que toi, tu vois. Ouais, c'est possible. Voilà, mais je sais pas, parce qu'en fait moi j'ai que des souvenirs de personnes en fait, tu vois. Genre mon souvenir le plus ancien, ça doit être le CP. J'arrive pas à en avoir avant. Et j'ai que des personnes et la cour de récré de l'école. Ouais, normal. Normal. Ouais, ça te fait ça aussi. Ouais, normal. Ok. Mais j'ai pas des choses, tu vois. c'est quoi que t'appellerais des choses? Je sais pas, des choses, ce serait un ballon, une règle, une porte, enfin, tu vois, des objets, quoi. Après, peut-être parce que plus tu prends de l'âge, plus ça devient anecdotique, je pense. Ouais, peut-être. Tu vois. Ça s'efface un peu. Bah ouais. Et finalement, ce qui reste, c'est l'humain, parce que c'est souvent l'humain qui vient créer la réaction émotionnelle. C'est ça. Et comme notre souvenir, il est émotionnel, c'est aussi pour ça qu'on a la capacité de revivre un souvenir positif ou négatif, ou même de le transformer d'ailleurs. Mais pourtant, je pense aussi les souvenirs, ils sont uniques. Alors que des objets, tu vois, tu fais une porte, tu vas en croiser 1 million. Ouais, j'avoue. Non, mais ça se fout vraiment. C'est clair. J'en ai rien à foutre, tu vois. C'est comme quand je faisais des dessins de papillons ou d'escargots, tu sais. Premier dessin, genre magnifique. Après, tes parents, ils sont en mode, Fanny, c'est encore un papillon, c'est encore un escargot. C'est ça. Ah, on va pas le garder, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Exactement ça. Il y avait une question avant même qu'on démarre le podcast que je voulais te poser. C'est la parole. C'est quoi pour toi la parole? Donner sa parole, tenir parole, c'est important pour toi, ça?
Donner sa parole, tenir parole. Bah, c'est simple, hein. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Je pense que c'est la définition qui se rapproche le plus. Après, ça comprend plein de trucs, hein. Tenir sa parole, c'est question de respect pour soi-même. Mm-hmm. Question de respect pour la personne à qui tu donnes ta parole. Et aussi, parce que ça engage plein de trucs, c'est aussi question de confiance. Et je pense que plus tu seras une personne de parole, plus on va te respecter. Mmh. Si je te dis 10 fois, je viens demain et que je viens pas 10 fois, tu vas me prendre pour un menteur et au final, tu vois. C'est fini, ouais. Donc c'est ça. Je pense que c'est juste, tu dis quelque chose, tu le fais. Ouais. Moi, j'abonde dans ce sens, mais je trouve tellement que les humains s'attachent beaucoup aux paroles, mais ne regardent pas assez les actions, et qu'il y a rien de pire que des paroles et des actes qui sont complètement opposés, quoi. Et en effet, il y a un lien avec la confiance et le respect. Je te rejoins totalement, parce que pour moi, ouais, c'est un manque de respect, mais en fait, à la base, je trouve que c'est quand même un manque de respect pour soi, et je te rejoins là-dessus. Et merci de l'avoir exprimé, parce que finalement, moi, je trouve ça aussi évident que quand tu dis quelque chose, tu dois le faire, tu vois. C'est important. Sauf s'il y a des circonstances qui font que tu peux plus, tu vois. Mais à minima, dans ton intention, tu sais que t'as mis en œuvre les choses par rapport à la personne, mais aussi par rapport à toi, parce que on nous a donné une voix. Enfin, tu sais, c'est pas pour juste piailler et rien faire derrière, quoi. Ça me permet d'enchaîner direct sur les relations. Tu sais, c'est mon sujet, j'aime trop parler de ce sujet. Vas-y. En relation, est-ce que tu arrives à conserver justement cette parole juste avec des actes alignés? Et si oui, est-ce que à certains moments justement ça a pu te porter préjudice parce qu'il y a une forme, en fait c'est une forme de, c'est quoi le mot, c'est pas juste loyauté qui vient, en fait c'est comme un truc assez noble, tu vois, genre une parole noble, mais du coup ça fait que t'es peut-être pas quelqu'un qui va trop parler non plus, tu vois. Et je pense qu'en relation, notamment les femmes aiment les paroles, elles aiment beaucoup les paroles. Ouais, alors la première partie de la question, alors j'essaye en tout cas de m'y tenir le plus possible. Après bien sûr, je suis un humain, hein. Voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'on dira jamais que je suis quelqu'un de défaillant. Voilà. Après, bien sûr, ça peut arriver que tu tiennes pas parole parce que, comme t'as dit, il y a des circonstances, parce que, je sais pas, après, en relation, c'est différent parce que ça dépend aussi de la personne. Ok. Tu vois. Je sais pas, je peux te dire demain, écoute Fanny, je t'aime bien, demain, je t'invite au restaurant. Entre aujourd'hui et demain, on s'embrouille, on se parle plus. Tu vois. Ouais, je vois. Ça dépend pas que de moi. Tu vois. Ok, ouais, je vois. Il y a plein de trucs. Après, il y a pareil, je peux te dire ça. Entre aujourd'hui et demain, je me rends compte que finalement, l'affinité, elle passe pas. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est que, comme t'as dit, il faut faire un maximum pour s'y tenir. Et surtout mettre les intentions. C'est les intentions, en fait, je pense, qui sont plus importantes. En tout cas, en islam, nous, on dit que l'intention, elle arrive avant la validité de l'acte. Tu vois. L'acte se valide par l'intention. Ouais. Voilà. Parce que tu peux faire l'acte, mais si, par exemple, je sais pas, moi, demain, c'est ton anniversaire et je t'offre un cadeau. Mais que t'as pas l'intention derrière, mais je vais même le ressentir en plus à bête de fou. Voilà, tu vas le sentir, tu vois. Ouais. Alors que je peux ne pas t'offrir de cadeau, mais être super content pour toi et ça va te faire tout autant plaisir. Exactement. Tu vois. Et donc du coup, maintenant je vais enchaîner sur la deuxième partie. Oui, les femmes aiment beaucoup les paroles, mais parce que il y a ce truc aussi où la parole elle est réconfortante. Tu vois. La parole est réconfortante et aussi ça crée un lien aussi. Ouais. Et les femmes sont, je trouve, après il y a pas de généralité, hein, mais beaucoup plus verbales. Ouais, tout à fait. Tu vois. Même entre elles. Une femme aura beaucoup plus de facilité à partager son ressenti avec une inconnue, par exemple. Tu vois. Tu peux t'asseoir sur un banc, pleurer. Une femme, elle vient, te dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lui raconter toute ta vie. Jamais un homme va faire ça. Tu vois. Ou très, 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 très peu de cas. Donc, je pense qu'il y a tout ce truc autour de la parole, du partage aussi, qui est, c'est attrait aussi beaucoup à la gente féminine. Donc ça m'étonne pas aussi que tu vois elles aiment les belles paroles, etc. Bon, maintenant après il y a toujours une limite à ça.
Bien sûr. C'est ça le problème, c'est que maintenant, il faudrait que chacun puisse fixer sa limite de tolérance, de seuil de, ok, la parole, ok, jusqu'à un certain point, et après, il faut que, tu vois, tu retranscris sa parole avec un acte ou, je sais pas, une intention, ou bien sûr, quelque chose comme ça. Un truc concret. En fait, juste un truc concret, parce que c'est pas pour rien qu'on dit quand même que la parole s'envole. Hein, tu vois, les mots s'envolent. Mais ce qui va rester, c'est comment tu t'es senti. Donc, en effet, il y a cette notion d'intention. Et moi, j'ai toujours dit que les actes, ça te montre les priorités et donc les valeurs de la personne. Si tu me dis que tu m'aimes et que je suis la femme de ta vie, mais que au moment où j'ai besoin de toi, et que je sais que tu peux le faire, attention, hein, et que t'es pas là pour moi, il y a un moment où pour moi il y a une dissonance, tu vois. Il y a quelque chose de, c'est étrange. Alors une fois ça passe, 2 fois, et là c'est là où moi je parle beaucoup à des femmes, tu vois. Meuf, en fait, il y a un moment où faut y tenir. Quand tu poses tes standards, quand tu poses tes limites, quand tu veux ce que tu veux, ensuite, ne viens pas baisser tes barrières, ne viens pas te contenter des belles paroles, parce qu'en fait, tu recrées des schémas relationnels, mais foireux, quoi, qui font qu'en plus, enfin, tu t'enfonces dans ta relation et dans ton irrespect de toi-même parce que tu tolères des choses qui sont pas ok pour toi, tu vois. Et à l'inverse, ça sert à rien en tant que femme aussi de parler, et si derrière tu as pas des actes. Je suis d'accord. Et est-ce que ça t'a posé des problèmes en relation? Le fait d'être aussi parce qu'en fait moi, comment je peux te percevoir, c'est vraiment ce truc de je dis mais je dis pas plus que de raison, et donc je sais aussi qu'il y a pas mal de femmes qui peuvent venir soit tirer les verres du nez, soit dis plus, en fait, j'ai besoin de dire plus, d'entendre plus de ce que tu veux, tu vois. Et est-ce que toi, t'as attiré des femmes comme ça dans ta vie, ou pas trop, justement? Si, ça m'est arrivé. Après, ouais, moi, je suis très réservé sur la parole. Si, ça m'est arrivé, mais je pense qu'au final, elles comprennent pourquoi. Même si... Mais c'est de nature, moi, c'est juste que de base, j'ai été éduqué à toujours faire que parler, tu vois, genre montrer plutôt que dire. C'est pour ça que même pour les projets perso, les trucs, je m'efforce de, tu vois, je le fais. Quand je le fais, je te dis c'est bon, ok, je l'ai fait. Au fait, j'ai fait ça. Voilà. Il y a 3 mois. Voilà. Et mais ouais, oui, ça m'est arrivé. Après, porter préjudice, je pense que là où ça me porte plus préjudice, c'est que les gens sont pas habitués à ce truc de vraiment, tu vois, il faut que. Mais je leur fais comprendre que je fais pas ça pour être relou. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas pareil et que ça puisse paraître très genre un aspect maniaque du truc. Mais si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, si par exemple je te dis arrive pas en retard, parce que voilà, moi ça me met mal à l'aise et je déteste ça. Il y a une raison, tu vois, c'est même de manière générale, je devrais même pas avoir à le dire déjà, tu vois. Mais vas-y, ok, je te le dis. Et si je te le dis, prends en compte le fait que je te le dise, tu vois. Ne serait-ce que pour le respect de mon temps et pour le respect de ton temps aussi. Donc c'est pas juste je vais faire le relou, ouais, vas-y. Le gars, il est genre, il essaye d'être super droit et tout, il veut se différencier des autres. Non, je suis comme ça de base, mais je trouve aussi que c'est une manière de montrer de la considération pour la personne. Ouais. Voilà. Ouais, et puis c'est normal, normalement ce qu'on fait le plus vers l'extérieur, c'est ce dont on a le plus besoin. Donc c'est normal aussi, naturellement et en grandissant, de s'entourer de personnes qui viennent pas challenger ça chez toi, mais qui viennent le comprendre et t'apporter aussi toi ce dont tu as besoin, donc à savoir une parole claire, limpide, avec une intention dirigée pour que tout soit clair. Je pense qu'il y a une forme de... ça doit être sécuritaire. Enfin, il doit y avoir un truc de ok, là c'est safe du coup, parce qu'on parle le même langage, parce qu'il n'y a pas besoin de bégayer, parce que je vais pas t'attendre 1000 ans, parce que tu vas respecter ce que je t'ai demandé aussi, tu vois. Et parfois, on ne demande pas surtout au début, parce qu'on ne se connaît pas. Alors qu'en fait, faut demander. Je pense que c'est important, tu vois, de reconfirmer des choses. On ne sera jamais dans la tête de l'autre personne. Et là, c'est peu importe le type de relation, quoi. Même pas que amoureux. On n'est jamais dans la tête de l'autre. Jamais. On peut pas interpréter. Et on peut pas interpréter un silence ou un truc comme ça. C'est clairement pas. Et là, si je te demandais de te définir, tu dirais quoi? Wow. Genre, si je te disais qui es-tu? Pas ce que tu fais. Tu me partages ce que tu veux sur ça. Mais toi, tu dirais que tu es qui? À l'instant T. Un homme noir. Ouais.
simple, basique. Ouais. J'adore la tête que t'as fait en plus un homme noir. Bon, ouais, je mets un point. Ouais. C'est comme ça que la première chose que tu vas voir, c'est ça. Ok. Voilà. Tu vois la vue d'abord, hein. Ouais. Ouais. Bah, parce qu'avant de me parler, tu vas me voir. Ouais. Sauf que là, on est sur un podcast, du coup, les gens, ils t'entendent. Mais du coup, ils vont pas essayer de m'imaginer. Ils vont juste dire c'est un homme noir, tu vois. Ouais. Je peux pas dire autre chose, je peux pas leur dire autre chose. Si je leur dis, je sais pas, je peux leur dire je suis un réalisateur, ils vont aussi imaginer que je fais des films. Tout ce que je peux dire, ils vont imaginer. Ouais, tu vois. Donc, au moins, ils savent que... Déjà, ils ont l'image de toi à 10 ans avec un costume, un attaché case, ça c'est grâce à moi. Ouais, mais c'est faux. Donc, c'est pas le cas. c'est pas possible. Donc, du coup, ils vont imaginer d'autres trucs. Là, tu vois, maintenant que j'ai dit que je suis noir, ils vont essayer d'imaginer un mec noir, peut-être avec un costume à 10 ans. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, après, peut-être pour ajouter ça, c'est aussi très présent dans mon identité, mais c'est juste que ma religion, je suis musulman. Ouais. C'est tout, je pense que c'est tout. Ça me définit entièrement. Ouais, un homme noir, musulman. Qu'est-ce que l'islam apporte dans ta vie? Ah, tout. Ouais, tout. Tout, l'équilibre. La santé, la paix. C'est vraiment... ce serait dur de... En fait, je pense que ce serait plus dur de dire ce que j'ai raté pendant toutes ces années où j'étais pas, tu vois, où je grandissais en apprenant l'islam, plutôt que maintenant, c'est vraiment... en fait, mon existence tourne autour de ça. Tout ce que je fais, la personne que je suis, c'est vraiment parce que je suis dans ce chemin de vie. Et puis, écoute, franchement, tout. Et littéralement tout dans ma vie. Tout. Le fait que je sais pas, je prenne soin de moi, que je passe du temps libre à faire des choses comme lire ou etc., tu vois, faire du sport, travailler, la manière dont je me comporte avec les gens. Vraiment tout, c'est tous les aspects de ma vie, il y a toujours le religieux dedans. En tout cas, j'essaye. Ouais. Le maximum. Mais ouais, j'essaye vraiment d'aller vers ce cheminement-là, en tout cas. Voilà. Pour toi, religion et spiritualité, c'est pareil ou c'est deux choses différentes? Pareil, je sais pas, mais c'est lié en tout cas. C'est lié. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des personnes religieuses, mais qui sont des personnes spirituelles. Pour moi en tout cas, avec l'islam, c'est les deux. Ouais. Voilà. Je pense juste que la religion, c'est quelque chose de plus palpable pour les gens. Tu vois. Alors que la spiritualité, ça relève d'un ordre un peu plus personnel, tu vois. C'est ton lien direct avec ce en quoi tu crois. Ouais. Mais sauf que du coup, moi, l'islam, la religion, je la palpe. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui existe. Et la spiritualité aussi, parce que j'ai mon rapport directement avec Dieu. Bien sûr. Donc, pour moi, les deux sont liés. C'est juste que c'est deux faces d'une même pièce, en fait. Ouais, tout à fait. Moi, je te pose la question parce que, comme tu le sais, ma sœur et moi, on est athées. En tout cas, on est nés d'une famille où, voilà, on athée, voire même à un moment rejet carrément de la religion. Yeah. Et du coup, le terme de spiritualité dans notre famille est vachement associé à la religion. Sauf que la religion ayant été rejetée, ça fait qu'il y avait une forme de rejet de spiritualité, alors que pour moi, tout être humain est spirituel. Après, peu importe sa religion ou sa non-religion, je pense qu'on a tous ça en nous et on le voit pas, ça dépend de notre environnement, etc. Et quand avec Caro, quand on a pu aussi se reconnecter nous à cette forme de spiritualité, cette croyance en Dieu, même si on n'a pas de religion, en fait on sait qu'on est spirituel. Et du coup c'est ça qui me fait dissocier les deux, les associer quand c'est nécessaire. Et bien entendu quand tu as une religion et que tu es spirituel, les deux sont liés. Je te rejoins totalement. Mais vraiment pour moi il y a une distinction qui est à faire pour ne pas opposé non plus, tu vois. Et notamment quand tu parles à des personnes qui sont athées, comme il y a eu souvent ce rejet de la religion, il y a comme une dissociation entre l'autre côté spirituel qui est dans l'éther, qui est invisible et qui est impalpable, mais qui est tellement grand et tellement connecté à plus haut, plus autour de nous aussi, et ce côté religion avec, et notamment si je pense à la religion catholique, avec tout ce qu'on a pu entendre, tout ce dans quoi on a pu grandir et toutes les dérives aussi, et qui font que tu vois il y a eu une sorte de scission entre les deux. Et moi par exemple à travers Face Reveal, quand tu m'as posé la question, ce que je faisais avec les massages, en fait reconnecter à la foi et donc à cette forme de spiritualité, pour moi c'est quelque chose d'important, mais même d'essentiel en fait, tu vois.
C'est revenir à son essence divine, parce que je crois, en tout cas c'est juste ma croyance personnelle, mais qu'on a tous une part du divin en nous et que juste on oublie quoi. D'où le souviens-toi qui tu es. Souviens-toi de qui tu es, pardon. Ok, bonne explication. Et la foi pour toi c'est quoi? La foi c'est la croyance. C'est la croyance. Pour moi c'est deux mots qui se rejoignent. Hein. C'est le fait de croire en Dieu, c'est ce qui définit ma foi. Parce que si je croyais pas en Dieu, je pense pas que j'aurais une foi en fait. Tu vois, c'est tout simplement ça. Maintenant, après, nous, ça définit beaucoup d'autres choses. C'est croire en Dieu, croire en ce qu'il a révélé, croire, etc. Donc, la foi, pareil, c'est un des piliers essentiels de la religion. Donc, elle est très présente. Après, je pense que là où moi ça m'aide beaucoup, ça fait de moi ce que je suis, c'est que je suis super optimiste. Je suis super optimiste, genre vraiment, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup la différence dans la vie de tous les jours. C'est clair. C'est pour ça que tout à l'heure quand tu me parlais de Paris, tu vois, par exemple, moi je sais que, c'est pour ça que je t'ai dit, je comprends que beaucoup de gens n'aiment pas la ville. Tu vois, la ville elle est froide, les gens sont pas forcément accueillants, etc. Mais moi je trouve tout le contraire. Tu vois, bizarrement. Et aussi il y a le fait que j'ai pu aussi moi me construire mon environnement, que ce soit quelque chose qui me sied, que je suis entouré de gens qui sont pour moi des personnes incroyables, tu vois. Je pense aussi que ça joue dedans. On n'a pas forcément des trucs en commun de ouf, hein, tu vois, juste, mais leur présence dans ma vie, ça fait que ça change beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir cette foi et cette croyance, ça me donne une autre approche de la vie en fait. Voilà, qui est peut-être un peu plus détachée, mais qui fait que je me concentre sur l'essentiel, je pense, à mon avis en tout cas. Détaché du monde humain matériel, mais rattaché à beaucoup plus grand en fait. Oui, après détaché du monde humain matériel, je suis quand même tu vois dans le truc. Tu vis dedans. Voilà. Mais oui, mais après il y a des trucs qui je pense pour tout un chacun sont très importantes pour moi qui vont pas l'être, tu vois. Et pareil. Le relationnel pour moi c'est super important. Tu vois, créer des relations, les entretenir, les maintenir. Pareil, moi-même entretenir ma foi, la renouveler, etc. C'est quelque chose qui est super important. Et du coup, ça me pousse à toujours aller chercher plus loin. Tu vois, le meilleur de moi-même, etc., etc. Donc je pense que c'est là où ça joue beaucoup aussi. C'est trop chouette. Il y a plein de choses qui viennent se télescoper là dans ma tête. C'est trop intéressant entre la notion d'élévation. Tu vois, d'aller chercher le meilleur de toi-même, il y a la notion d'élévation. Et puis après, avant plutôt, quand tu parlais d'optimisme, j'avais ce truc de, finalement, c'est choisir, pour moi c'est un choix, d'une certaine manière, c'est choisir de placer son regard là où on a envie de le placer. Parce que, et d'ailleurs, l'art, par exemple, c'est un trop bon exemple. Tu montres 2 photos, 2 peintures à 2, 3, 4 000 personnes différentes. Tout le monde aura sa propre interprétation. Tout le monde va dire « Ah, moi, j'ai vu qu'il y avait du rouge. Ah, moi, j'ai vu que, je sais pas, il y avait une tache ici. Ah, mais moi, j'ai vu que la personne, là, elle souriait. » Chacun va voir quelque chose. Et du coup, j'ai la sensation que, tu vois, cette forme d'optimisme, tu le cultives par des choix aussi que tu fais. C'est-à-dire que tu es optimiste, certes. Moi, je résonne avec ça, je sais que je le suis, mais je le cultive aussi. Parce que sinon, t'as un environnement autour de toi qui fait que ça va pas dans le sens de l'optimisme, hein. À la fois à côté de chez nous et à la fois à l'autre bout du monde. Et la deuxième chose qui est, je pense, liée, c'est que cet optimisme, finalement, renforce aussi cette gratitude et cette foi, parce que ça te permet aussi de croire peut-être, ou de croire et voir, plus grand, plus beau, plus joyeux et plus lumineux. Et ça te permet d'avoir aussi la force pour aller chercher à l'intérieur de toi ce qui est plus grand, plus beau, plus fort et plus lumineux. Ouais, totalement. Bien sûr, ça se cultive l'optimisme. Hein. Je pense pas qu'on soit né optimiste, tu vois. Je suis pas sûr. Et bien sûr que l'environnement joue beaucoup. L'environnement, les fréquentations. Et tout est question de point de vue, de toute façon, dans tous les cas. Pareil, comme on en parlait au début, on a tous eu la même scolarité avec les gens autour de moi. Tu vois. Mais on n'en a pas tiré la même chose. On n'en a pas tiré la même chose. Donc bien sûr, hein, pour se mettre devant la même chose, toi et moi, on va pas voir la même chose. Tu vois, on va pas en tirer les mêmes leçons, etc. Donc c'est la vie, c'est vraiment question d'expérience et de point de vue.
On peut vivre la même expérience, mais notre point de vue sera différent, ce qu'on va en tirer sera différent, et la manière dont ça va nous façonner aussi sera différent. Tu vois. Moi, je trouve que cette somme d'expérience, elle est à prendre de manière positive, quoi qu'il arrive. Tu vois. Après, bien sûr, il y a des drames qui font que, voilà, c'est le lot de la vie, mais le fait de le cultiver, ça fait que, en fait, chaque jour, c'est comme si tu mettais des œillères, en fait. Ouais. Tu vois. C'est comme si tu mettais des œillères, mais je trouve que c'est pas dans le sens où tu fais l'autruche. Non, ouais. C'est juste que tu décides de mettre ton curseur sur ce qu'il y a de bien. C'est exactement ça. C'est juste ça. C'est pas un truc mauvais où t'es dans un rêve où tu te dis ah mais vas-y en fait ma vie c'est de la merde mais non je vais truc. Non, voilà. Ça c'est une bulle, c'est une fuite en fait. Voilà c'est ça. Ouais. Là tu te lèves comme tout le monde, tu prends ta vie comme tout le monde, sauf que je pense que la manière dont tu te mets en société, elle est différente. Tu vois, la manière dont tu marches dans la rue, comment tu regardes les gens, comment tu interagis avec les gens aussi. C'est différent. C'est presque une lumière en toi qui est différente, en fait. Ouais. Donc, même les gens, comment ils vont t'aborder, ça va être différent, tu vois. Parce que, moi, par exemple, je suis quelqu'un qu'on aborde beaucoup dans la rue. Ok. Tu vois, genre beaucoup, énormément. Et à chaque fois, je me dis, mais je comprends pas pourquoi les gens m'abordent dans la rue. Genre, vraiment... mais tu comprends aussi pas pourquoi on veut t'interviewer sur un podcast. Ouais, mais c'est pas pareil. Ok. Je pense que même ça c'est pire. Mais bon, ça me reviendra plus tard. Mais non, parce que autant pour le podcast, je peux comprendre parce que je sais que tu m'as déjà entendu parler, peut-être que voilà, on s'est rencontrés, etc. avant et tout. Mais dans la rue, tu vois, je suis genre vraiment le type de personne que tu vas pas voir dans la rue. En plus, surtout, moi, je me fais beaucoup arrêter la nuit. Ah ouais? Ouais, de ouf. Mais parce que t'es peut-être la lumière, t'es peut-être le lampadaire dans la nuit. Non, ouais, Fanny, tu arrêtes. Je marche avec un casque, donc j'ai vraiment rien dans le truc, genre vraiment. Ah ouais, pour vraiment vouloir venir te parler, faut avoir envie d'y aller vraiment, quoi. T'as l'impression qu'il y a pas d'invitation, mais énergétiquement, il doit y avoir une invitation, c'est pas possible, attends. Ouais, non, je sais pas. Mais bref, en tout cas, voilà. Donc, il y a aussi ce truc, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que les gens te voient différemment. Moi, je sais pas ce que les gens voient, tu vois. Mais, forcément, il y a un truc où ils vont se dire mais parce que surtout à Paris tu vois les gens ils sont toujours hésitants à aller vers les autres grave. Je me dis si vraiment tu viens vers moi avec un casque avec un truc tu vois c'est que tu te dis ah bon si je vais le voir peut-être qu'il pas tu vois non à voir je sais pas ce que c'est il faudrait que je demande peut-être un jour quand on m'arrête je vais demander mais je sais pas. Mais c'est trop intéressant que tu le vois pas chez toi tu vois parce que j'ai l'impression qu'il y a juste plusieurs couches quand on te rencontre tu vois et ta façon d'être il y a une façon très en fait, si on ne va pas juste voir en dessous, on pourrait juste se dire que tu balayes d'un revers de main les choses et que tu sais, c'est pas t'y attaches pas beaucoup d'importance, mais t'as une façon presque, c'est pas cynique le mot. Il y a quelque chose qui est complètement presque à l'opposé de moi, ce que je ressens de toi à l'intérieur, voilà. Et je me demande si c'est pas ta protection pour protéger justement aussi cette lumière et ce côté très de l'innocence, tu vois, et que je rattache au monde de l'enfance. J'avoue que je sais pas. C'est possible. C'est possible. Après, je sais pas. Si c'est le cas, en tout cas, c'est pas volontaire. Ouais. Je crois pas que ce soit une stratégie du tout que tu mettes en place. Hein. C'est pas volontaire. Maintenant, c'est possible. Hein. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faut que ça se fasse. Si c'est le cas, il faut. Parce que sinon trop exposé et tout c'est trop compliqué tu vois autant c'est très bien tu vois d'être aimable avec les gens de faire en sorte en fait qu'ils se sentent bien accueillis etc mais je pense aussi qu'il y a une contrepartie tu vois c'est toujours c'est pour ça qu'il faut toujours trouver un équilibre à ce que si tu veux aider les gens tu vois faut que tu le fasses pas trop pour pas que ça empiète trop sur ton bien-être tu vois c'est comme ça donc ça joue aussi je sais pas après moi peut-être que inconsciemment il y a ce travail qui est fait mais en tout cas j'espère si c'est le cas j'espère parce que il faudrait que oui je protège ça je ressens vraiment comme une forme de petite coque de protection énergétique tu vois qui fait que si jamais tu l'avais pas je pense que les gens sentiraient tellement ta bonté que peut-être que toi, tu aurais du mal à poser des limites verbales. J'ai l'impression que ça s'est passé dans l'inconscient
pour que justement toi c'est ça en fait. Ok, c'est ça qui est en train de venir. Puisque toi t'as la parole qui est importante et que tu valorises, bah du coup de passer par l'énergétique, t'as pas besoin de mettre ta parole pour dire un non qui est peut-être dur à exprimer aussi, tu sais, face à quelqu'un ou même en plus face à quelqu'un que t'apprécies. Mais parfois faut quand même dire des non. C'est pas parce que on aime les gens qu'on doit tout leur donner, clairement pas. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que c'est passé dans l'énergétique chez toi. Ça te permet d'avoir un filtre et de pas forcément avoir à utiliser ta parole qui a de la valeur pour rediriger, tu vois. J'entends ça. C'est possible. Après, ça m'empêche pas de l'utiliser, la parole. Hein. Oh oui, bah ça... T'as pas ta langue dans ta poche non plus, quoi. Bah, clairement pas. À la fois, tu l'utilises à bon escient, à la fois, quand t'as un truc à dire, tu le dis. Ça me va. Ok. Et j'ai une autre question, c'est concernant ton art. Parce que c'est de l'art. Comment tu définirais ton art? Qu'est-ce que tu fais à travers ta caméra, ton appareil? Ouais, c'est une bonne question. Hein. Moi-même, je réfléchis à ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je dépeins la réalité avec mon point de vue. C'est joli d'utiliser le mot dépeindre. Ouais, je pense que c'est ce que je fais. Après, c'est pas que à travers l'art, hein, parce que je fais de l'art, mais pas que. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, j'ai cet attachement au réel qui est important, et je me sers de ce que je sais faire pour traiter du réel. Voilà. Donc après, ça va toujours être avec mon point de vue et ma sensibilité, hein, mais j'essaie de rester fidèle à ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis, et voilà, c'est la somme de tout ça, je pense. Ouais. J'adore que tu aies utilisé le mot dépeindre, parce que tu vois, quand tu peins, tu viens rendre la chose un peu abstraite, un peu jolie en remettant des couleurs. Mais dépeindre, tu vois, autant on dit dépeindre la réalité, on utilise le verbe en disant ok, c'est pour projeter, pour montrer la réalité. Mais moi, j'entends dépeindre, genre j'enlève la peinture en fait. Et du coup, j'enlève le maquillage, j'enlève le masque, j'enlève ce que la réalité nous fait percevoir. Mais moi, j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a en dessous. Ah, c'est possible. J'entends ça dans le dépeindre. Parce que tu sais, le choix des mots, toi qui es aussi oral, le choix des mots, il est jamais fait par hasard. Et quand on utilise, par exemple, je pense à un podcast que j'ai fait, épisode, je sais plus, 21, je crois, 21 avec Pierre Mathieu. Et lui, il disait pourvoir aux besoins de la famille. Son blaze, c'est la vision, c'est Pierre Vision, pourvoir. Genre, il aurait pu dire subvenir. Il a dit pourvoir. Toi, t'as dit dépeindre. Ouais. Non, je pense que ce que tu dis, c'est pas faux. C'est pas faux, vu comme ça. Hein. C'est une bonne définition. Après, je réfléchis. Mais je sais pas si j'enlève tout le superflu de la réalité. Mais je pense que oui, parce que de toute façon, dans tous les cas, il y a une manière de traiter les sujets, je trouve, pour qu'ils soient pertinents. Moi, mon but, c'est que ce soit pertinent. Ouais. Donc, après, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre ce que tu fais et la beauté de la manière dont tu le montres. Ouais. Les projets dans lesquels je m'inscris, moi, c'est vraiment des trucs où il faut que ça puisse faire écho à ce qui se passe dans la société. Voilà. Ouais. C'est juste ça. Je vais toujours utiliser mon art, que ce soit de la fiction, de la photo ou autre, mais il faut toujours qu'il y ait cette accroche au réel. Je sais pas après comment, ça dépend de la mise en scène et tout, mais le fait qu'il y ait ce lien au réel, je pense que c'est déjà c'est volontaire, mais c'est aussi un moyen pour moi de je sais pas comment dire exactement, mais en gros participer activement à la société. Voilà, c'est ma pierre à l'édifice. Ouais. Ouais. Et ça fait presque aussi comme un travail de, tu sais, genre, dans le temps futur, après quand on va regarder dans le passé, comme une archive un peu, tu vois. Genre, en 2023, 2024, voilà comment était notre société, voilà comment étaient traitées les femmes, parce que toi, t'as aussi un gros sujet sur les femmes. Elles sont souvent au cœur, alors parce que aussi on est des opprimés, franchement. Et du coup, je me posais la question d'où te vient cette sensibilité particulière, pas que, mais particulière,
envers les femmes? Il y a beaucoup de femmes dans ma famille. Ma mère, elle a pratiquement que des sœurs, elle a qu'un frère. Ok. 6 sœurs. Ok, ouais. Donc ça fait que j'ai grandi entouré de femmes depuis petit, que c'est elles qui m'ont éduqué en fait. Tu vois. Bon, je fasse pas mon père, hein, mais tu vois, j'étais beaucoup avec mes tantes, etc. Donc ça fait que je pense déjà il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée parce que tu grandis, et puis aussi beaucoup de cousines, voilà. Ça fait que il y a des liens qui se créent, il y a des expériences dont t'es témoin, des événements dont t'es témoin, des discussions que tu entends qui font que ça comment je peux dire ça, ça modélise un peu la manière dont tu entends la société. Ouais, tu vois, entends comment ça se passe, parce que tu l'entends d'un côté, tu vois. Ouais. Et tu l'entends de l'intérieur en plus. Ouais. Donc ça veut dire que forcément ton analyse, elle est pas forcément normale, on va dire entre guillemets, tu vois. Ce qu'on attendrait en tout cas. Ouais. Après bien sûr, je suis un homme, j'ai grandi dans un environnement où il y avait majoritairement des hommes, etc., etc. Donc ça fait que peut-être que ça rééquilibre un peu la balance, ou même que ça la fait pencher d'un côté, mais il y a toujours ce truc en arrière-plan de j'ai grandi avec ça, donc je sais que cette réalité existe, et du coup la sensibilité elle est là, hein. Je pense que ça commence là en tout cas. Après c'est les rencontres que tu fais, c'est ce que tu vois, ce dont tu es témoin, ce que tu lis, tu vois, c'est tout ça qui te nourrit, qui fait que ça alimente aussi le reste, tu vois. Et après je sais pas, je pense que j'ai aussi pas mal d'amis filles, etc. Donc il y a cette connexion en tout cas à chaque fois qui se fait. Il y a un truc sécurisant en fait dans ton énergie. Ouais. Tu vois, genre où même si t'es, on peut rajouter un grand homme noir. Non, il y a vraiment t'as une énergie sécurisante en fait. Il y a quelque chose qui est rassurant, et je pense qu'en fait d'avoir développé ton écoute, même si elle était indirecte, parce que peut-être ces femmes-là elles se parlaient entre elles et c'était pas directement, mais toi tu l'as entendu. C'est comme si t'avais développé un conduit qui fait que c'est plus facile. À la fois t'es rassurant, et à la fois c'est comme si t'étais câblé pour à minima comprendre, tu vois. Et donc il y a quelque chose qui vient et qui fait que ouais, c'est sécure, et c'est pas tout le monde qui a cette énergie là, et ça c'est ouais, une fois encore il y a pas de hasard, tu vois. T'es né dans cette famille, ça t'a donné ça, et du coup ça te permet aussi de pouvoir, de par ton point de vue d'homme, de pouvoir aider, ou en tout cas faire porter la voix des femmes dans ce qu'elles traversent, dans ce qu'elles vivent, parfois dans le plus horrible. Et merci pour ça. J'ai rien fait. La modestie, j'aime trop. Et là, je le modeste. J'ai rien fait du tout. Non. Il ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi il est là. Exactement, toujours pas, mais bon. Tu me diras à la fin, je pense. Ouais, mais là, c'est déjà un super voyage, et merci pour ça. Et s'il y a quelque chose que t'aimerais aborder, ou peut-être tu t'es dit, ça, j'aimerais qu'on en parle, ou une question que tu te poses, ou n'importe quoi, en fait. Quelque chose qui viendrait, que t'aimerais aborder là. Que j'aimerais aborder? Ouais. Que j'aimerais aborder, c'est une bonne question, ça. Du coup, on va retourner l'interview. Ouais, c'est marrant parce que je te l'ai pas dit, mais dans ma tête, donc t'as dû entendre, dans ma tête, je me dis, une question que tu veux me poser, mais tu vois, c'est marrant. Voilà. Du coup, voilà. Alors, il faut maintenant que tes auditeurs te connaissent, toi. Donc, au niveau des relations. Ouais. Vu que toi, tu m'as dit que t'aimais bien les relations, etc. C'est quoi ton rapport à la jante masculine? Comment, dans cette société, du coup, comment tu vois ton rapport à la jante masculine et les dynamiques aussi qui les régissent? Alors moi, je pense que en effet miroir, moi j'ai quand même toujours été très à l'aise avec les hommes. Genre ça m'a pas posé de problème quand j'étais plus jeune d'avoir des copains, tu vois, garçons. Vraiment, j'en avais plein, tu vois. Je parle à l'époque du collège où je portais mes lunettes et j'étais première de la classe. Donc ça a toujours été là. Tu sais, j'ai pas eu je touche du bois, mais voilà, j'ai jamais eu cette crainte ou ce mal-être ou malaise avec les hommes. J'ai toujours beaucoup attiré d'hommes. Ça c'est vrai aussi. Et c'est pas facile à gérer. Parce que tu vois, tu dis ok, je les attire, mais ils veulent quoi? Et je dis, il faut que je dise non, et je sais pas, et t'as la société, et t'as la culture, et t'as ce qui est bien, ce qui est mal. Et du coup, moi, j'avais plutôt tendance à mettre à l'écart parce que je savais pas comment gérer ça.
Et j'ai souvent été dans des relations longues, en fait. Donc, j'avais une relation longue, ensuite tout un temps de séparation, d'intégration, à nouveau une relation longue. J'ai plutôt été... Mon système relationnel, il est plus comme ça, en fait. Il s'avère aussi que j'ai fait un métier pendant 10 ans où 95% de ma clientèle était des hommes, de hauts dirigeants, donc avec leur pouvoir, leur argent, leur couleur de peau aussi, parce que clairement, sur ces hommes, j'ai dû rencontrer un homme noir et 2 arabes et un asiatique. Tout le reste, c'était des blancs. Et je le dis vraiment, à chaque fois, ça me faisait de la peine parce que dans les magasins, donc c'est dans le retail, dans les magasins, tu vois la société, mais dans le top management, il n'y a pas du tout de diversité et très peu de femmes aussi. Et là, tu vois, ce qui était particulier, c'est que t'as ta place de femme et tu commences vraiment à percevoir qu'ils te voient pas juste comme une professionnelle, mais comme une femme. Et sauf que moi, à l'époque, je scindais beaucoup. Donc, il y avait le pro, il y avait le perso. Dans le pro, ça me mettait en colère d'être vue comme une femme. Moi, je voulais juste être vue comme une experte de la distribution, faire mon job et c'est tout. Et je me souviens de mettre en place des stratégies. J'avais une garde-robe pour quand je partais en voyage, où je portais tout le temps mes lunettes. Je me maquillais à peine, je ne portais pas de talons, j'avais des vieux pulls. Franchement, j'étais trop mal sapée. mais j'étais consciente. C'était ma garde-robe de comme ça, on viendra pas me faire chier. On montera pas dans l'ascenseur avec moi en essayant de regarder à quel étage je descends pour aller dans ma chambre. Tu vois, t'es obligé de penser à ça. Et ça m'a mise en rogne, vraiment. De me dire, mais c'est pas possible, en fait. Ils peuvent pas juste prendre ce que je leur donne comme information et me voir comme leur égale. Donc là, j'étais en colère. Ça s'est accentué parce que dans ma relation la plus longue, il y a eu toute une phase où moi, j'étais pas du tout OK avec le fait qu'on puisse ouvrir le couple et moi, je trouvais qu'ils mettaient pas de barrière et ça me rendait ouf. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait, c'est où les valeurs? À quel moment est-ce qu'on peut être dans sa relation? À quel moment est-ce qu'on peut se sentir en sécurité dans sa relation? Et tout ça, c'est venu en fait créer une forme de colère. Et je pense que la réponse, et ça j'en avais parlé quand j'étais allée très très profondément de pourquoi je lançais ce podcast, pourquoi je lançais Conversation au cœur des hommes. La première réponse, c'était de me dire, moi j'ai plutôt accompagné 90% de femmes et 10% d'hommes. Et donc je vois bien que les hommes, c'est plus compliqué de les faire se rendre compte que ce serait cool pour leur élévation, pour leur équilibre, pour leur relationnel, qu'ils se fassent accompagner sans passer forcément par un psy. Et en général, l'homme va attendre d'être vraiment dans le mal ou de divorcer ou des trucs, où il y a presque plus de points de non-retour, tu vois, pour se faire accompagner. Je trouvais ça triste. Donc je m'étais dit, si j'offre un espace qui est à la fois oral mais aussi thérapeutique d'une certaine manière, ça lui fera du bien à lui, ça fera du bien à son entourage, à sa femme, dans sa relation, etc. Mais en fait, profondément, c'est parce que je venais, je pense, guérir cette relation à l'homme où il y a une part de moi qui était en colère de ce qu'ils ont pu me faire dans les relations où j'étais beaucoup trompée, et je comprenais pas ça, tu vois. Et finalement, c'est venir remettre de l'équilibre dans tout ça, venir révéler aussi la partie féminine chez les hommes, moi me reconnecter à ces hommes mais d'un espace complètement safe et où il y a pas de sexualisation dans cet espace, c'est juste un espace sacré où on peut se parler, on peut se dire les choses. Donc je dirais que c'est vraiment ça. Et moi je suis juste passionnée des relations parce que pour moi elles nous permettent de voir à l'extérieur de nous où est-ce qu'on en est, où est notre lumière, où est notre part d'ombre et comment est-ce qu'on peut transcender l'ombre en lumière, comment est-ce qu'on peut progresser, etc. Donc pour moi, c'est aussi une façon de progresser qui est incroyable, mais en faisant attention à protéger son énergie, tu vois, et pas laisser rentrer tout le monde dans mon énergie, c'est surtout ça. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Ça marche. Du coup, est-ce que tu arrives maintenant à déterminer ta part d'ombre, ta lumière? Ouais. Ouais? Ouais. Et je les aime, en fait, tu vois. Je pense que cette part d'ombre Et ça me fait penser à ce qu'on disait, tu vois, tout à l'heure sur la partie d'optimisme qu'on cultive. Pour moi, on a de l'optimisme et de la négativité, tout comme on a l'ombre et la lumière. Et rejeter sa part d'ombre, ce que j'ai fait pendant tout un temps de ma vie, rejeter sa part d'ombre, se sentir honteuse ou coupable ou ce que tu veux, ou porter un jugement sur cette part-là, c'est porter un jugement sur qui tu es, tu vois. Et à partir du moment où tu la mets en lumière, que tu l'intègres, mais que tu décides de choisir ta lumière, il y a tout qui change.
et naturellement, parce que pour moi les relations c'est magnétique, donc tu attires à toi les bonnes personnes à l'instant T. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est les bonnes personnes pour te faire toujours une compréhension, toujours un enseignement. Et juste en fonction des paliers que tu passes, bah il y a des moments où c'est un peu dans le dur, parce qu'il faut que tu comprennes comme ça, tu vois. Et j'ai eu mon lot, donc bah je me dis c'est cool. En tout cas, le gros du gros est passé. Et maintenant, bien sûr que les relations, elles arrivent, elles viennent me challenger, mais c'est chirurgical. C'est plus doux aussi. Et très certainement parce que je choisis que ce soit doux. Tu vois. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et puis d'harmonie de manière générale, en fait. D'harmonie dans ma vie, dans mes relations, dans mon flux d'argent, dans mon lieu de vie, dans tout, quoi, dans toutes mes relations. Je trouve que l'harmonie, en plus, c'est marrant, c'est art et money. Ça me bute quand je dis harmonie. Mais l'harmonie, pour moi, c'est la fluidité de la vie, tu vois, et c'est là où tu peux être une forme d'esthète de ta vie, tout en apportant le mieux et le plus possible autour de toi, tu vois. Parce que moi, je crois en tout cas que tu ne peux être heureux que quand tu fais du bien aux autres. Si t'es juste heureux pour toi et que autour de toi ça va mal, alors j'appelle ça de l'égoïsme. Et il y a un moment où t'es plus connecté aux autres et c'est comme une cellule cancéreuse, tu vois. Donc voilà, une intégration à notre monde en harmonie et avec beaucoup de lumière, je crois, ouais. C'est bon, j'ai fini mon interview. Merci beaucoup, Elage. Pas de problème, merci à toi. Dernière question que je pose à tous mes invités, comment tu te sens à la fin de cette conversation? Toujours très bien, comme au début. Bah, trop cool. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci pour à toi d'être venu. Oui.